Ok, bienvenue. Donc, on continue sur les réseaux de neurones, donc quatrième capsule. Donc, on avait parlé de, je vous ai fait une introduction, je vous ai expliqué ensuite l'architecture des réseaux de neurones et les méthodes d'estimation. Ensuite, j'avais fait un premier exemple avec des problèmes de spirale et de classe. Là, je vais attaquer mon problème MNIST et de reconnaissance d'image. Donc, cette fois-ci, on va attaquer la grande dimension. Alors, je vais basculer tout de suite sur mes slides. Alors, j'ai mis un premier dessin qui n'est pas directement inspiré de MNIST, c'est inspiré d'un petit exemple qu'on avait abordé lors d'une école d'été il y a plusieurs mois avec Ewen Gallic. Donc je vous ai mis le lien vers la page qu'avait fait Ewen pour faire un classifieur, euh, qui a un problème un peu plus marrant que MNIST, c'est enfin, qui est peut-être moins populaire, c'est utiliser la reconnaissance d'image dans un contexte médical. Donc nous, ce qu'on fera du MNIST, c'est qu'on verra des lettres, enfin, des chiffres manuscrits, 1, 2, 3, 4, 5, et on essaiera de les reconnaître. Donc, on a une image, on a un label qui est un numéro. Ici, c'est un peu différent, c'est sur la détection d'Alzheimer à partir de dessins. Okay, donc, on a des personnes à qui on leur demande de faire un certain nombre de dessins stylisés. Donc, on leur demande de tracer une spirale. Okay, on peut leur demander de dessiner des vagues, on peut leur demander de dessiner des traits parallèles. Et, euh, et en parallèle, on fait un vrai diagnostic pour savoir si la personne a ou n'a pas Alzheimer. Alors, le problème des maladies de ce type-là, c'est qu'on reste sur un classifieur binaire, alors que Alzheimer, on a quand même un niveau gradué. Euh, mais bon, on va supposer que on a une labellisation qui est relativement correcte, donc on sait si les personnes ont ou n'ont pas Alzheimer. C'est binaire et c'est simpliste. Mais l'idée, c'est est-ce que je suis capable, à partir d'images, de reconnaître mon image, c'est des choses qui sont comme ça. D'accord. Donc j'ai une image d'un dessin. Donc quelqu'un a fait un petit dessin. Donc ici, il a dessiné cette spirale. Ok. Donc je fais ma spirale. Donc on a une spirale comme ça. Et donc ça, c'est mon X. Alors on voit que l'image, elle est quand même de relativement haute résolution ici. Ok. Donc ça pose un tout petit peu de problème en termes de dimension. Ok. C'est qu'une image, je ne sais plus quel format elle fait, mais c'était du 500 x 500. 500 x 500, on est quand même en dimension de 250 000, okay, si je ne m'abuse. 25 avec 4 zéros derrière. D'accord. Donc c'est quand même un gros nombre de variables explicatives. D'accord. Donc, donc c'est potentiellement compliqué à manipuler, en particulier si vous voulez faire une régression logistique, par exemple. Euh, et ici, j'ai oublié de dire, mais mes labels sont Alzheimer ou pas. D'accord. Donc j'ai un Y qui est un 0 ou un 1, Alzheimer ou pas Alzheimer. Okay. Donc on avait fait, alors on avait quand même peu de données. Donc là, on est typiquement dans un problème où N est beaucoup plus petit que P. Encore une fois, je pense que les mémoires, on avait 200 images pour apprendre. Okay. Et en faisant un classifieur, on arrivait quand même à prédire un petit peu les personnes qui avaient Alzheimer. Donc voilà un vrai problème pratique qui peut être intéressant. Et je vous renvoie vers le tutoriel qu'avait fait Ewen. Donc là, je vais plutôt regarder le problème très simple de MNIST. Donc MNIST, c'est cette base où j'ai des images, 28 x 28, ok, les images étant avec un degré de gris, ok, donc c'est vraiment ce qui est représenté ici. Donc on voit chaque pixel avec un niveau de gris à l'intérieur. Ok, si vous vous amusez à zoomer, vous verrez que on va récupérer chacun des pixels. Ok, donc j'ai mon pixel ici, j'ai un autre pixel là. Donc on va retrouver les différents pixels, ok, avec des niveaux de gris. Donc ça va correspondre aux chiffres qui sont ici. Donc le premier c'était du 0,18, ensuite on a du 0,37. Ok, donc donc 0 c'est du blanc. Ok, alors normalement 0 c'est du noir, mais encore une fois l'absence de couleur c'est noir. Ok, donc par défaut normalement ça devrait être noir et on fait ressortir du blanc. Étant donné que mes slides sont en blanc, en fond blanc, j'ai mis une couleur de fond en blanc. Donc 0 correspondra à du blanc, et plus mon nombre est important, plus on est en noir. Okay. Alors ça correspond aussi à l'expérience qui avait été faite, où les gens écrivent généralement en noir sur fond blanc. Donc voilà. Donc une image, c'est ça. C'est cette petite matrice 28 x 28. Donc le point de départ, c'est quand même que les données, je vais les vectoriser. D'accord. Donc je reviendrai sur ce point-là et sur la structure tensorielle des données, parce qu'on peut y gagner. En particulier, c'est ce qu'on fera quand j'évoquerai un peu les réseaux convolutifs. On va vectoriser toutes nos données. Donc, ce que j'appelle une donnée, une variable, pardon, une donnée, c'est une image. Okay, donc ça, c'est un vecteur XI. Et une donnée correspond à une collection de variables. Donc, en l'occurrence,
754 variables. Okay, et chacune des variables correspond à un pixel. Donc, sur chacun des pixels, j'ai un niveau ici qui est normé entre 0 et 1, donc de manière à ce que ça passe ensuite automatiquement dans un réseau de neurones, puis encore une fois, c'est bien d'avoir des Y dans 0. Okay, donc ça, ce sont mes X. Donc les X, ce sont mes images. Okay, donc ce sont ces matrices. Et j'ai mon label Y. Okay, donc ici, les données ont été labellisées. Encore une fois, j'ai des milliers d'images avec un numéro associé. On va partir du fait qu'il n'y a pas d'erreur. Okay, donc ici, c'est un 9. Okay, donc cette base, elle est dans un package, dans le package Keras, qui fait tourner du TensorFlow, qui a été développé par les équipes de Google, et que je vais utiliser. Je ne vais pas faire tourner du Keras dessus, je vais me contenter de faire des algorithmes standards de classification. Ok, donc je vous remets la fonction qui permet de lire les données. D'accord. Donc je vais les lire simplement, elles sont stockées dans ce package Keras. Okay, donc dans Keras, j'ai cette data MNIST. Okay, je vais me contenter de prendre 2500 images. D'accord. 2500, ça va être ma base d'apprentissage et je ferai un test sur 1000 images. Okay, donc on va s'amuser à créer des modèles avec un nombre relativement petit quand même de données. En tout cas, je pourrais en utiliser beaucoup plus, mais voilà, c'est juste histoire de faire tourner rapidement les choses sur un laptop. Alors, le code est le même que celui que j'avais utilisé dans la partie non supervisée quand je vous avais fait quelques images et on essayait juste de voir est-ce qu'en faisant une ACP et en regardant sur les deux premières composantes, est-ce qu'on était capable de distinguer, par exemple, si je prenais que des 0 et que des 1, est-ce que les 0 et les 1 étaient dans deux régions de l'espace sur les premières composantes? Effectivement, ça marchait très très bien. Okay, donc je reviendrai sur ces histoires de composantes principales parce que ça va être assez important par la suite. Enfin, ça pourrait être important par la suite, mais ça va aborder des points que je ne ferai pas dans ce point. Donc, premier point, je sélectionne des images. Deuxième chose, mes images qui sont dans un format image comme ça, 28 x 28, je vais les vectoriser. Okay, donc tout d'un coup, chacune des images va devenir un vecteur, donc histoire d'avoir vraiment un vecteur de X. Donc, mon image I va devenir une ligne X. Alors, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais voilà. De toute façon, de mémoire, je lis dans le mauvais sens, puisque je la crée justement dans ce sens-là, parce que pour moi, c'est un peu plus simple. Et ensuite, je prends la transposée. D'accord, donc j'ai ma base de données ici, qui va me donner ma base d'apprentissage. Okay, et je lui rajoute ma base de Y. Donc ma base de Y, ça va être mes labels, tout simplement. Okay, donc on est vraiment dans un format standard de base de données, Y, X. La seule subtilité, c'est qu'ici, j'ai quand même plus de 750 variables dans mon modèle avec 2500 observations pour apprendre. Ok. Donc c'est ça qu'on va utiliser, c'est cette base d'image qui est concaténée ici et que je vais manipuler. Ok. Donc premièrement, est-ce que je suis... Alors, avant de partir sur du multiclasse, je ne suis pas un grand fan du multiclasse, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais parce que j'ai du mal à trouver des métriques qui soient pertinentes. Donc je vais me contenter ici de faire des classifieurs binaires. Est-ce que je peux reconnaître un 6? Est-ce que je peux reconnaître un 2? Est-ce que je peux reconnaître un 5? Okay, donc, je me prends un label versus tous les autres. Et j'essaye de me demander si jamais j'arrive à apprendre. Donc, on est sur ce qu'on appelle du unbalance, dans le sens où j'ai à peu près 10% des observations qui sont labellisées 1 et les autres qui sont du 0. D'accord, dans un problème binaire. Puisqu'il y a à peu près 10% de 6 et 90% de non 6. Okay, donc, comment est-ce que je fais ça? Ben, c'est tout simple. Je fais un GLM. Okay, je fais un GLM ici. Et sur toutes mes variables, j'y vais franchement, je fais un prédict là-dessus et je construis ma courbe ROC sur ma base d'apprentissage. D'accord, donc j'apprends sur ma base de test, je surapprends sûrement. Okay, encore une fois, j'ai peut-être de l'overfit ici, mais on va le discuter juste après. Mais je teste comme toujours sur ma base de validation. Okay, donc on voit que nos classifieurs marchent quand même relativement bien. Okay, que ce soit pour reconnaître des 6, des 2 ou des 5, je suis toujours au-dessus de 92%. Okay, donc ça marche relativement bien. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Alors, on se doute qu'on peut faire mieux. Essentiellement, alors, j'ai pas envie d'introduire de non-linéarité, parce qu'ici on est déjà dans un problème assez compliqué de peut-être surparamétrisation du modèle, j'ai trop de variables. Okay, donc c'est un peu pénible de travailler là-dessus parce que j'ai sûrement trop de variables dans ma base. Donc le principal problème, c'est un problème de surapprentissage.
Donc, on aurait envie de tenter un modèle qui est sur après. On peut aussi regarder ce qui a été obtenu sur mes. Est-ce que c'est normal de faire des erreurs? Donc, je vais aller regarder quelques bases sur lesquelles on a mal prédit. Alors, j'ai pris. Alors, ce que j'ai appelé le moins bien prédit, c'est que j'ai pris. Alors, sur l'exemple de gauche, j'ai pris dans la base. Oui, c'est ça. J'essaye d'apprendre des deux. Ok. Donc, j'essaye d'apprendre des deux dans la base. Et parmi tous les deux, j'essaie de regarder celui qui avait la plus mauvaise probabilité. Okay. Donc parmi ceux que j'aurais dû reconnaître, quel est celui qui avait la probabilité la plus faible? Et en fait, effectivement, le 2, il n'a pas franchement une tête de 2. Mon 6, il est quand même un tout petit peu bizarre parce qu'il est très très noir. Okay, on s'attend généralement à avoir une zone de blanc au milieu. Le 8, on revient un petit peu. Enfin voilà, il y a quand même des bases, enfin des observations qui sont un petit peu tricky dans cette base de données. D'accord. Alors pour faire ma sélection de variables, j'ai fait du lasso. Okay. Donc mon lasso, comment est-ce que j'ai fait? Je me suis juste demandé, est-ce qu'il y aurait un nombre optimal, par exemple, est-ce qu'il y aurait déjà un choix optimal du lambda? J'ai pris plusieurs chiffres, d'accord? Donc je ne sais plus, ça, je trouve que c'est les 2, 5, 6 et 8 qui sont représentés ici. Pardon. Mais pour plusieurs valeurs de lambda, je regarde quel est le AUC que ça me donne quand je fais mon modèle. Okay. Donc on voit que dans certains cas, par exemple ici sur le cas de gauche, okay, sur le cas de gauche, on voit que en mettant un lambda qui est relativement grand, je peux atteindre un AUC de 98% sur ma base d'apprentissage, encore une fois. Enfin, oui, non, pardon, sur ma base de validation. Okay. Par contre, si jamais j'avais pris un lambda qui était beaucoup trop petit, j'ai un AUC qui est très très faible. D'accord. Mais ce qui est un petit peu étrange, c'est que on peut obtenir toutes sortes de choses. Donc en particulier, classiquement, ce qu'on obtient, c'est que quand mon lambda commence à devenir trop grand, manifestement, j'ai une chute sur la fin de mon AUC. Donc il semblerait que pour certains chiffres, il faille être un petit peu grand, mais pas trop. Okay. Alors, sur celui de droite, il y a peut-être un petit problème numérique sur le tout dernier, parce qu'on descend quand même à 86%, mais manifestement, là encore, il faut être un petit peu sur des valeurs intermédiaires. Donc effectivement, on pourrait améliorer notre modèle logistique en essayant juste de tenir compte des variables qui sont pertinentes. Autre chose, je vais pouvoir me poser la question de. Elle m'a raconté quoi ma régression logistique? C'est que je vous l'ai dit depuis le début, là, le grand intérêt d'une régression logistique, c'est son interprétabilité. C'est que tout d'un coup, j'ai juste un jeu de coefficients, un jeu de. Alors, si je reviens dans mes notations de réseau de neurones, j'ai juste un vecteur de W. Quand on aura des réseaux de neurones, on en aura plein. Donc si vous faites un réseau de neurones avec 40 neurones, je me retrouve avec 40 jeux de données. Donc c'est un peu compliqué d'essayer de comprendre ce que chaque neurone veut m'expliquer. Ici, j'en ai qu'un jeu de données. Donc on va pouvoir l'interpréter. Et chaque jeu de données, il est associé à un pixel. Donc en fait, je peux représenter mes données. Okay, donc je vais juste vous montrer ça. Donc ici, je vais juste me focaliser sur deux exemples de chiffres, des 1 et des 8. Okay, donc je vous ai mis 4 exemples de 1, 4 exemples de 8. Et je me demande, en utilisant du lasso, quels sont les paramètres qui sont non nuls. Okay, quels sont les variables en fait qui sont importantes. D'accord. Donc en fait, les paramètres non nuls, encore une fois, j'en ai combien? J'en ai très exactement 28 fois 28. Okay, donc j'en ai autant que de points dans mon image, et donc je peux les représenter sur l'image. Okay, donc le point qui va se trouver ici, je peux lui associer, donc c'est une variable, mais il a un certain bêta, et je vais pouvoir juste me poser la question de est-ce qu'il est nul ou pas. Et regarder un petit peu ce que ça donne. Donc ici, je vous l'ai fait pour 2 lambda, okay, pour mes, alors que je ne me trompe pas, mes 1 en bleu et mes 8 en, je vais quand même le noter, mes 8 en jaune. Okay, donc ici, j'ai du 1, ici, j'ai du 8. Et je me demande quels sont les endroits pour lesquels j'ai des coefficients non nuls. Donc j'ai pris 2 valeurs de lambda. Okay. Ici, j'ai un lambda qui doit être relativement grand. Okay. Donc avec un coût de pénalisation qui est relativement important. Donc je vais avoir intérêt à ne pas mettre trop de variables explicatives. Et ici, au contraire, un lambda qui est relativement petit. Okay. Et pareil pour tous mes graphes. D'accord. Donc à droite, sur mes 8, je fais la même chose. J'ai un lambda petit et j'ai un lambda beaucoup plus grand. Donc j'ai vraiment fait une sélection de variables assez forte. Donc le graphe du haut, c'est juste essayer d'identifier quels sont les coefficients qui sont non nuls. Et je suis allé un tout petit peu plus loin en bas. Je me suis demandé quels étaient les coefficients qui étaient positifs et ceux qui sont négatifs. Donc positif veut dire si jamais mon pixel ici, il est grand, c'est-à-dire qu'il est noir, okay, est-ce que ça m'augmente ma probabilité d'être un 1 ou est-ce que ça la diminue? Okay. Et on voit que, alors on l'observe ici, sur le graphe au centre, si jamais j'ai un 1, je dois avoir de la masse au centre. Okay, c'est manifestement ce qu'il me dit, et surtout, je ne dois pas en avoir sur les côtés.
Donc sur les côtés, si jamais j'ai quelque chose, c'est que j'ai autre chose qu'un 1. Si jamais j'ai de la masse au centre, je vais avoir une probabilité plutôt élevée d'avoir des 1. Okay, on ne voit pas grand-chose quand le lambda est trop petit, dans le sens où je vais vraiment regarder beaucoup de choses. Okay, mais voilà ce qu'on observe. Okay, donc si jamais j'ai de la masse, j'ai intérêt à prédire. Si jamais j'ai de la masse au centre, j'ai intérêt à prédire un 1. Au contraire, si jamais je suis juste sur les côtés, c'est que je suis sûrement pas sur un. Et à droite, c'est ce qu'on a pour les 8. Alors sur les 8, on observe un truc un petit peu étrange, qui est qu'on a presque l'impression qu'on a, on a le 8 qui commence à se former ici. Okay, donc c'est un peu ce qu'il nous raconte sur ce graphique. Alors forcément, si je le fais en jaune sur fond jaune, on voit rien. Mais c'était très joli ce que je dessinais. Donc voilà, on a l'impression de voir le 8 en rouge, quoi. Donc effectivement, il va mettre ses poids sur cette région-là, parce que manifestement, c'est là où il s'attend à trouver des choses. Si jamais je suis dans la région bleue, il va commencer, au contraire, il va avoir tendance à prédire autre chose que du 8, et en tout cas baisser la probabilité d'indiquer un 8. Okay, donc la régression logistique, encore une fois, moi j'aime bien ça, parce que c'est des modèles qu'on peut facilement interpréter, y compris sur des images, parce qu'en fait, mes coefficients, je peux les représenter. D'accord ? Alors on peut continuer un petit peu, donc un arbre de classification. Okay, donc là encore, je régresse surtout. Alors, ici, je régresse surtout, mais j'ai quand même ma fonction d'élagage à l'intérieur de RPart. Okay, donc il ne va pas faire un arbre qui est sur un prix. Okay, il se comporte moins bien qu'une régression logistique. Okay, on est plutôt aux alentours de 0,4, entre 0,83 et 0,93. Okay, il y a certains chiffres qu'il arrive mieux à distinguer que d'autres, manifestement. Okay, mais voilà, moins bon qu'une régression logistique, mais on devrait s'y attendre. Alors maintenant, on pourrait se dire, je vais faire plusieurs arbres. Donc on arrive au random forest. Donc là, on retrouve le pouvoir incroyable du random forest qui me donne des AUC de plus de 99% sur mes bases de validation. Okay, donc manifestement, le random forest arrive à bien prédire, mais je me retrouve toujours dans le même problème que j'ai déjà évoqué sur les random forests, sur le boosting et les réseaux de neurones. Je ne sais pas l'interpréter. Voilà. Il me renvoie une prévision, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment aller chercher de l'information. Je ne sais pas ce qu'il faut aller voir. Mais manifestement, il a fait des choses qui marchent bien, mais je ne suis pas trop capable de vous expliquer ce qu'il a fait, contrairement à ce que j'avais obtenu avec la régression logistique. Le boosting, on est un tout petit peu en dessous des random forest. On n'est plus à 99%, mais on est vers 96-97%, donc c'est pas non plus si mauvais que ça. Loin de là. Okay, donc fonction GBM, okay, distribution de Bernoulli, une prévision, et ensuite ma courbe ROC. Et pour finir, donc je fais du réseau de neurones. Alors j'ai repris ma fonction Caret. Okay, et manifestement, cette fois, on est du même ordre de grandeur que du boosting. Okay, avec des AUC de l'ordre de 97%, donc qui se comportent relativement bien. Okay. Donc voilà, donc on a réussi à faire notre classifieur. Alors, on pourrait être déçu. On pourrait être déçu parce qu'en fait, j'utilise pas mon image. Mon image, dès le départ, elle a été transformée en un vecteur, et c'est quand même un peu frustrant, c'est de se dire, sur mon vecteur, j'ai quand même, alors, j'ai peut-être une pensée un petit peu en stade spatial, mais c'est de me dire, les points qui sont ici, ils sont quand même voisins, quoi. Donc, ce qui se passe ici, ça a du sens. Et c'est encore une fois comme ça que je vous avez introduit les réseaux de neurones, en vous disant, je vais aller chercher cette région-là, mais cette région-là, elle n'a même pas de sens pour mon modèle, parce qu'en fait, il n'observe pas cette matrice. La matrice, dès le départ, j'ai dit, je vais tout mettre dans un grand vecteur en disant, je vais mettre la première colonne dans la partie de gauche, enfin, je vais mettre le premier vecteur de gauche comme étant le début de mon vecteur, puis ensuite, je vais aller chercher le deuxième colonne qui va être ensuite la deuxième partie dans mon vecteur, puis je vais aller chercher comme ça indéfiniment presque mes cellules. Alors effectivement, c'est toujours au même endroit. C'est que la partie qui se trouve être au cœur ici, c'est peut-être la donnée qui est là, puis la donnée qui va être là, puis la donnée qui va être là, puis la donnée qui va être là. Donc si jamais ces données sont corrélées, on va voir que X57 est corrélé avec X128, puis X232, puis X428. Okay, donc oui, on va quand même le capturer, mais on perd quand même une information énorme. Et on a envie de récupérer cette forme de revenir sur cette forme d'image parce que c'est important. Alors, formellement, les objets qu'on a en tête, c'est ce qu'on appelle des tenseurs.
Okay. Donc les tenseurs, c'est quoi? C'est jamais qu'une matrice en dimension plus grande. C'est qu'une matrice, c'est un objet qui est en dimension 2 où j'ai une ligne I, une colonne J. Là, on s'autorise à avoir un tableau dans n'importe quelle dimension. Donc, par exemple, ici, je vous ai fait un tenseur en dimension 3. Okay. Donc on pourrait penser tout simplement à une image RGB. Okay. Une image RGB, c'est ça, c'est 3 dimensions, dans le sens où j'ai mon image 28 x 28, mais j'ai la version rouge, j'ai la version bleue, pardon, et j'ai la version verte. Donc je suis dans un tenseur 3 x 28 x 28, okay, qu'on pourrait analyser. Et l'idée est de dire, même, ce qui se passe sur mon image 28 x 28 en rouge, et ce qui se passe sur la version en bleu, ben, c'est peut-être pas complètement indépendant. Donc on aimerait bien pouvoir, non seulement la proximité que j'avais sur une image dans ma dimension XY, j'aimerais bien peut-être la récupérer sur l'axe Z. Alors on le voit peut-être encore mieux si on pense en termes de vidéo. Une vidéo, je vous ai dit, c'est une succession d'images. Okay. Donc vous avez une image, puis la deuxième image qui est prise un dixième de seconde plus tard, puis un dixième de seconde plus tard. Si vous avez un véhicule qui se déplace dessus, bah, vous devez vous imaginer. Alors classiquement, si jamais on prenait les approches dont je vous parle, je vous dirais on vectorise tout, on fait tourner un réseau de neurones et on apprend. Mais on perd beaucoup d'informations. C'est que si jamais j'ai un réseau de neurones, si jamais, pardon, j'ai une version tensorielle de mon film, je sais que ce qui se passe sur mon image à la date 0 va être très très proche de ce qui se passe un dixième de seconde plus tard. Donc ma voiture, elle a peut-être un tout petit peu avancé, mais elle va être à peu près sur les mêmes IJ en termes de matrice. Je vais peut-être me décaler un tout petit peu, et je vais peut-être me décaler à peu près toujours à la même vitesse. Donc, si jamais on avait une version tensorielle, en fait, on pourrait intégrer toute la dimension espace-temps. Alors, les tenseurs sont beaucoup utilisés en physique, en particulier toute la théorie des tenseurs s'est développée avec la physique quantique. Donc, c'est pas non plus complètement stupide d'avoir une écriture tensorielle de ces problèmes-là, parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour intégrer cet aspect temporel, spatial, de manière propre. Et juste pour avoir, je vais peut-être une petite parenthèse, mais en fait, il y a beaucoup de propriétés qui existent sur les tenseurs, mais qui sont juste des extensions de ce qu'on faisait sur les matrices. On a passé pas mal de temps à faire de l'algèbre linéaire quand on a fait la section sur les modèles non supervisés. Par exemple, quand on a fait la CP. La CP, je vous ai dit, c'est l'idée de réduire une matrice, une base de données, donc qui est formellement une matrice, à 2 composantes, éventuellement. Okay, donc ça revient, moi je l'interprétais comme un problème de projection, mais c'est jamais qu'un problème de théorie spectrale. Donc on avait la décomposition en valeur singulière. Okay. Cette décomposition en valeur singulière, elle revient à dire que j'ai un facteur dans chacune des dimensions qui va intervenir. Okay. Mais cette propriété, elle s'étend en plus grande dimension. Alors ça a un autre nom, ça s'appelle la décomposition de Tucker, mais c'est ce qui est raconté un petit peu ici, qui revient à dire, si jamais j'avais une matrice de rang 1, je pourrais montrer que c'est le produit d'un vecteur ligne et d'un vecteur colonne. Okay. En fait, cette propriété, elle est vraie aussi sur des tenseurs. C'est qu'un tenseur en dimension 3 qui est de rang 1, ça veut dire que j'ai un vecteur pour ma ligne, un vecteur pour ma colonne, un vecteur pour, je ne sais pas comment ça s'appelle le troisième, pour ma hauteur, si vous voulez. Et ça suffit à générer votre tenseur de départ. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'on disait quand on fait une ACP. Encore une fois, quand je vous dis qu'on fait une ACP, l'ACP, je vous avais montré qu'il y avait un lien avec les auto-encodeurs. Les auto-encodeurs sont des réseaux de neurones. Okay, donc c'est des auto-encodeurs. Si vous vous intéressez à une seule composante principale, ça va vous donner une approximation de rang 1. Ça vous donne la meilleure approximation de rang 1 de votre matrice de départ. Okay, donc là, c'est la même chose. On va essayer de trouver la meilleure image de rang 1 avec une composante dans chacune des directions qui va me permettre de synthétiser l'information que j'ai sur mon image. Okay, mais je peux le faire sur une vidéo. Et sur une vidéo, je peux là aussi y avoir un objet en dimension 1, de rang 1, mais je peux l'avoir de le plus grand rang. Donc le plus grand rang, ça veut dire je vais aller chercher les L premières composantes principales et on va obtenir cette décomposition qui se trouve ici. Okay, donc les tenseurs sont très très riches parce qu'en fait, beaucoup de problèmes qu'on aborde ici peuvent se penser dans un contexte de tenseur. Donc il existe des approches de tenseurs de réseaux de neurones. Je vais juste évoquer une des applications de ces approches de tenseurs qui sont les réseaux convolutifs. Okay, donc les réseaux convolutifs sont basés sur cette idée qu'il faut utiliser une structure d'image pour faire de l'analyse d'image proprement, en fait. D'accord, et éviter de tout casser sous la forme d'un grand vecteur. Voilà. C'est ça le message important de ce slide, c'est de dire l'idée de tout transformer sur notre forme classique qui est une base de données, c'est jamais qu'un vecteur Y avec une succession de vecteurs de X. Elle ne marche peut-être pas dans certains cas, et en particulier sur ces problèmes complexes qui sont les images. Et en particulier, si vous voulez faire des choses pertinentes sur les images, il va falloir raisonner en termes
réellement d'images et de... Alors, je vais rester sur le mot matrice, peut-être arrêter de parler de tenseur, mais vraiment raisonner sur ces matrices et aller voir ce qui se passe dans cette matrice. Donc, pourquoi c'est important? Alors, déjà, c'est important, ça aurait pu être important un tout petit peu dans MNIST, parce qu'en fait, il y a un gros problème, c'est que je vous ai dit, on prend, on prend les images telles qu'elles sont, mais en fait, le souci, c'est que une image, alors je vais vous faire ça sur un dessin, mais une image dans laquelle j'ai un 8 qui se trouve là, et une image sur laquelle j'ai un 8 qui se trouve là, on a envie de dire que c'est pareil. Et ça, eh ben, ça ne marche pas du tout à partir du moment où j'ai vectorisé. Parce qu'à partir du moment où j'ai vectorisé, mes positions de mes pixels, elles vont toutes bouger, et ça n'a plus de sens. Et pourtant, on le voit, c'est quand même la même image. Donc il y a une idée qui va être géniale, qui va consister à se dire, ben, peut-être qu'au lieu d'essayer de dire que c'est une image, pourquoi pas se dire que derrière, je peux en avoir plusieurs. Et on pourrait s'amuser à découper en plusieurs sous-régions. D'accord? Donc en fait, je vais pouvoir me dire, bah, ok, je vais m'amuser à prendre des régions qui sont comme ça, de même taille par exemple, ok, et je vais essayer d'apprendre là-dessus. Alors on peut s'amuser à translater, hein, c'est un peu ce qu'a raconté dans le chapitre 11 du livre de Trevor Hastid, Apprentissage statistique, okay, où on voit que suivant l'endroit où on se positionne, on est plus ou moins capable d'apprendre. D'accord? Donc on va créer à partir d'une image plusieurs images dans notre base d'apprentissage qui seront des versions qui sont un peu décalées. Et donc de se dire, bah, si jamais je me retrouve avec des images, en faisant bouger les images, en les mettant un petit peu partout, je devrais enrichir ma base de données et avoir beaucoup plus d'exemples qui seront pertinents par la suite. C'est un petit peu l'idée. Okay, donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Ça sert essentiellement à repérer des objets sur des images. Donc par exemple, comment est-ce qu'un logiciel est capable de vous dire que sur cette image, il y a un enfant, okay, et où se trouve sa tête? Ben, c'est relativement simple, c'est que derrière, on va faire passer, donc, on va faire ce réseau convolutif ce qui revient à dire que mon image, je vais l'exploser en plein d'images, de toutes sortes de tailles. Donc c'est ce qui est fait ici. On va s'intéresser à toutes sortes d'images qui vont être peut-être de ce format-là. Puis je vais faire bouger cette grille un petit peu partout. Okay, alors de mémoire, les images sont un petit peu plus petites que ça. Puisque c'est à peu près la taille du visage ici. Donc on a des images qui ont à peu près cette taille-là, et que je vais essayer de me déplacer un petit peu partout. Et en fait, ce que ça va permettre de faire, c'est de dire, bah, globalement, ici, il n'y a rien du tout. D'accord? Donc il y a plein d'images sur lesquelles il n'y a rien, puis tout d'un coup, j'ai une image dans laquelle j'ai très clairement un visage. Et ça, il devrait pouvoir le reconnaître, parce qu'en fait, dans sa base de données, il va aussi avoir des images dans lesquelles on a des visages, et tout d'un coup, il va faire l'association. Donc l'idée des réseaux convolutifs, c'est cette idée géniale qui consiste à dire que je vais découper mon image en plein de morceaux, et peut-être qu'il y a une image à l'intérieur pour lesquelles, sans aucune hésitation, il va me dire, ce truc-là, c'est un enfant. Ce truc-là, c'est un 8. Ce truc-là, c'est un 9. Okay, et dans ces cas-là, ça me permettra de classifier automatiquement. Donc ça, c'est des notions de réseau convolutif, okay, qui consistent donc c'est un peu ce qu'a raconté sur le dessin du bas, où je vais me balader sur mon image et constituer plusieurs petites images. Et donc, je vous ai montré un petit exemple ici. Donc, c'est une application de YOLO, You Only Look Once, okay, où on essaie d'identifier des objets dessus. Et donc, on voit, il a découpé l'image en petites grilles. Okay, donc, la résolution, elle est bien plus élevée que cette espèce d'image 12x12. Mais je vais regarder toutes sortes de rectangles possibles, en espérant qu'il y en ait certains pour lesquels je vais très clairement identifier quelque chose. Donc, manifestement, il arrive à identifier le chien, il arrive à identifier un vélo qui se trouve caché par le chien, partiellement. Okay, il y a une voiture à l'arrière qu'il arrive à retrouver, tout simplement parce que, effectivement, tout d'un coup, il a eu un petit rectangle ici, dans lequel il y avait une voiture, et c'est tout. Okay, donc la magie, c'est effectivement de pouvoir subdivisionner pour pouvoir traiter des objets beaucoup plus complexes que cette base en fait MNIST, où toutes mes images, elles sont bien centrées, elles sont bien au centre, et on arrive tout à les reconnaître. Okay, donc l'idée, c'est de pouvoir bouger pour se dire, ok, mon 8 qui était bien centré, je peux m'amuser à le décaler, et comme ça, je vais apprendre beaucoup plus de choses. D'accord? Donc la manière dont on va procéder, ça va être comme ça. Donc à partir d'une image, je vais faire passer un algorithme convolutif. Éventuellement, je vais le faire passer plusieurs fois, puis à la fin, je vais construire mon réseau. D'accord? Et éventuellement, je vais pouvoir identifier des chiens, des bateaux, et ce genre de choses sur des images. Okay, donc ça, c'est les extensions naturelles des réseaux sur des images dont je vous ai un petit peu parlé. Il y a une autre application qui sont sur les problématiques, alors, qui sont assez populaires sur les problématiques de langage, j'en ai un petit peu parlé. Le langage, le problème, c'est la notion de séquentiel.
C'est-à-dire que quand on parle ou quand on écrit, l'ordre des mots est important. Okay. En particulier, si jamais on veut prédire le mot suivant, okay, c'est des jeux sur Google, quoi, commencer à taper quelque chose, genre le cours ACT 6100 et puis laisser Google finir. On se doute qu'après un et, il y a des chances pour que ce soit un adjectif, donc on peut s'amuser à faire des réseaux sur des structures grammaticales, donc se dire, ok, j'ai un nom, j'ai un verbe, qu'est-ce que je peux espérer avoir après, okay. Après, il peut aussi aller chercher des mots, d'accord. Donc on voit arriver des notions de prévision, mais séquentielles. Et les notions séquentielles, c'est un petit peu plus compliqué parce que faut tenir compte de l'historique. Donc comment ça marche? Ça marche avec des réseaux qui sont dits récurrents. Okay. Donc l'idée des réseaux récurrents, c'est quoi? C'est qu'au lieu de dire qu'on fait un réseau de neurones standard où j'ai des YI qui sont prédits à partir des XI, c'est de se dire mon YT va être prédit à partir de mes XT, mais en plus du passé, donc de l'observation juste avant. Et éventuellement, je peux continuer. C'est que mon YT, il dépendait de mon XT-1, mais aussi de mon YT-2. Et donc, on va avoir cette vision auto-imbriquée de ces modèles, okay, qui se traduit souvent sous le petit dessin qui se trouve en dessous. Donc, au lieu d'avoir ma boîte qui prend une entrée qui va en sortie, okay, elle va avoir une boucle d'auto-apprentissage, okay, qui va faire revenir la prévision comme étant un input. Okay. Donc ma prévision YT va revenir comme input de mon modèle pour la prochaine prévision. Okay. Donc ce qu'on peut faire avec le graphique qui se trouve là, à droite, c'est de dire, je lui entre un X0, donc heureusement je n'avais pas de Y-1, je vais prédire un Y0, mais ensuite mon Y0 va aussi me servir d'input pour mon modèle une fois que j'aurai un X1 pour pouvoir prédire mon Y1. Puis l'output Y1 de ça va être un input pour mon modèle une fois que j'aurai un X2 pour prédire mon Y2. Okay. Donc ça, c'est les notions de réseau récurrent. Et l'idée paraît très, très, très jolie. Hein. C'est relativement assez intuitif de faire ça, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, ça a été démontré dans les années 90. Donc, en particulier, il y avait un papier de Bengio dans les années 90 en 94 qui disait que ça marche, mais uniquement à très court terme. C'est-à-dire, effectivement, si jamais il y a une corrélation forte entre YT, YT-1, puis que ça s'arrête là, que toute l'information est capturée, genre vous êtes markovien à l'ordre 1, ça marche bien. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont avec une dynamique beaucoup plus longue. Et le problème, c'est qu'avec ce type de modèle, ça ne marchait pas. Il s'avère que les réseaux n'arrivaient pas à tenir compte de cette dynamique à long terme, alors qui est d'autant plus gênante que dans le langage, ça peut être le cas. C'est-à-dire, vous avez un contexte qui arrive dans les premiers mots, vous faites une petite digression et ensuite vous revenez à la fin. Dans ces cas-là, c'est plus ce que je vais dire, le mot à l'instant T n'est pas dépendant uniquement de ce qu'il y avait en T-1 ou en T-2, c'est qu'il va falloir aller rechercher le contexte au début de la phrase. Donc il va falloir remonter très très loin dans le passé, et ça, les algorithmes ne marchaient pas. Alors, techniquement, c'était essentiellement des problèmes d'optimisation qui marchaient très très mal. Okay. Il y a une solution qui a été proposée, c'est ce qui s'appelle les Long Short Term Memory, donc LSTM, qui sont des algorithmes un petit peu tordus. Alors je vous ai mis le dessin, alors je vais juste revenir en arrière. Donc ça, c'était l'algorithme Recurrent Network qui avait proposé un Bengio dans les années 90, qui consiste juste à dire, j'ai comme auparavant un modèle très simple avec une entrée, ma sortie précédente devient aussi une entrée, les deux vont entrer dans mon modèle et je fais passer une fonction, genre une tangente hyperbolique, et je lui ressors une prévision. Certes, qui va être une prévision, mais qui sera aussi l'input du prochain. Ce qui montrait, c'est que ces méthodes-là ne marchaient pas. Et donc, le réseau, tout d'un coup, est devenu beaucoup plus compliqué, où on commençait à stocker de l'information. Donc, ce modèle-là, Long Short-Term Memory, est un modèle qui, au contraire, semble beaucoup mieux marcher. Mais je n'aurai pas beaucoup le temps d'en parler. Surtout qu'on a dit qu'on ne ferait pas beaucoup de séries temporelles dans ce cours. Mais ces approches sont bien meilleures. Alors, l'explication, elle était donnée dans l'article de Bengio. Hein, c'est vraiment cette histoire de rétropropagation qui fait que le gradient va soit tendre vers zéro, soit exploser. Et donc, l'algorithme marchait très, très mal pour faire des prévisions. Okay. Donc, je vous ai présenté dans cette section l'essentiel des choses sur à savoir, je pense, sur les réseaux de neurones. Je vous ai montré comment ça s'estimait. Je vous ai montré quelques cas d'école, soit sur des problèmes hautement non linéaires, soit sur des problèmes de grande dimension. On a vu que les réseaux de neurones marchaient relativement bien, à condition de les paramétrer très correctement, mais que ça restait globalement assez comparable, en tout cas dans les dimensions que je vous ai présentées avec ce qu'on faisait avec du random forest ou du boosting.
okay, ou même des régressions logistiques bien faites. Et j'ai fini par 2 petites extensions avec le cas des images et le cas du texte, c'est-à-dire les problèmes de convolution, donc aller chercher plusieurs éléments dans une image, ou au contraire les problèmes dynamiques qu'on aurait dans un réseau de neurones. Okay, je ne vous ai même pas présenté les autres approches dans les cas récurrents, dans les cas dynamiques, mais voilà, la dynamique sur l'apprentissage machine reste relativement compliquée. Ok, je vais m'arrêter là pour cette capsule. A priori, on a fini sur la section sur les modèles supervisés. Je ferai juste une série de capsules à la toute fin, juste pour donner des ouvertures sur d'autres types de données. Donc, je ferai peut-être une petite capsule où je vous parlerai de données spatiales, d'autres où je vous parlerai de données de réseau. Je verrai si j'ai le temps de revenir sur des problèmes de texte. Alors, peut-être pas en apprentissage supervisé sur du texte, mais peut-être juste en non supervisé. Encore une fois, j'en avais déjà fait quand on avait fait des classifs, où j'étais allé scraper un petit peu Wikipédia. Mais voilà, je vais essayer de revenir un petit peu dans une série de capsules sur ces problèmes-là. À bientôt tout le monde.